Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Marc Toiti. Bonjour Marc. Bonjour David et ravi de vous retrouver. Je fais ma rentrée médiatique chez Ecorama. Vous voyez, Après en exclusivité mondiale, il reste quelques jours à Paris avant de repartir. Voilà. Bon, vous avez remarqué, puisque vous êtes à Paris, qu'il y a eu des manifestations, encore qu'on ne les a pas trop vues, parce que finalement, ce n'était pas le raz-de-marée dans les rues mardi en France pour se mobiliser contre les réformes, les ordonnances réformant le Code du travail. D'autres manifs, encore une fois, sont prévus dans les prochains jours, celle à l'appel de la France Insoumise, de la CGT. FO ne sera pas présent, nous a dit hier sur ce plateau Jean-Claude Mailly. Attendons de voir, parce qu'il y a encore, vous avez vu, il y a les routiers. Il y a les routiers le 25 septembre qui veulent bloquer les dépôts de carburant, donc on ne va pas non plus s'exciter trop et préempter l'avenir. Mais la France serait-elle enfin réformable? Parce qu'on sent que les ordonnances, voilà, elles vont passer, une partie sera applicable là dès fin septembre. C'est vrai que j'avais fait un papier il y a un an, la France est-elle réformable justement? Bah oui. J'espère. Alors déjà, il y a deux points. Bon, la réforme travail, c'est vrai qu'elle est bien, elle va dans le bon sens. Tant mieux, c'est pas non plus, je dirais, une révolution. Par exemple, le compte pénibilité, il va être maintenu. Donc il va être un petit peu abrogé, etc., édulcoré du moins, mais il va être maintenu. Donc ça, par exemple, c'est un vrai avantage pour les salariés et un vrai problème pour les chefs d'entreprise, notamment les PME. Donc c'est pas non plus une révolution. Oui, mais quand même, il faut reconnaître que les ordonnances qui réforment le Code du travail rééquilibrent la relation entre l'employeur et le salarié. Voilà, on rééquilibre les choses en faveur de l'emploi, c'est ça. Moi, je peux être que content. J'avais écrit un livre il y a 2 ans qui s'appelait Guérir la France, la thérapie de choc. À l'époque, je demandais à Valls et Hollande de faire ça. Aujourd'hui, Macron le fait. Tant mieux. Bien sûr que ça va dans le bon sens, donc on est content et puis surtout on donne une image un petit peu dans le monde, on dit voilà, enfin la France elle peut se réformer, donc on aurait pu faire mieux, mais c'est déjà effectivement je dirais une première étape. Après, si effectivement je pense que les Français en ont un petit peu assez, ils ont envie de changer, ils ont envie que ça bouge finalement, et donc c'est peut-être pour ça que ces manifestations pour l'instant, du moins il faut être très prudent, n'ont pas eu l'effet que certains annonçaient. Puis je pense que les dirigeants syndicaux, les Mélenchon, etc., ils sont fatigants, c'est-à-dire qu'ils proposent rien finalement. Donc ça aussi, les Français ne sont pas dupes. Aujourd'hui, on a quand même la France qui reste une terre de croissance très faible, un chômage très élevé, les derniers chiffres d'Eurostat, 9,8% de taux de chômage en France au mois de juillet-août. Vous êtes convaincu que ces ordonnances vont permettre de créer plus d'emplois? C'est évident. Alors attention, c'est une condition suffisante, nécessaire mais pas suffisante. C'est-à-dire qu'il faut aussi que la croissance soit là. Donc là aussi, il faut être très prudent. Si demain on a un problème avec la Corée, si demain on a un problème de crise financière, on en parlera. Alors là, évidemment, on ne va pas avoir une croissance forte. Oui, on va pas non plus préjuger du pire non plus. Voilà, c'est pour ça. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment indispensable. On n'a plus le choix. On est le seul pays, aujourd'hui la France, à refuser de faire ces petites réformes. Mais là, on les fait. Tous les pays, effectivement, de la zone euro l'ont fait. Même en Grèce, je dirais. Mais sous la contrainte. C'est vrai que ces pays-là, l'Espagne l'a fait sous la contrainte, la Grèce aussi, avec des résultats en Grèce qui sont discutables. Le niveau de vie s'est effondré de 20%. Parce que le gros problème de la Grèce, on le connaît. J'y étais d'ailleurs dernièrement. C'est très triste quand on a connu la Grèce, quand on a connu Athènes en pleine croissance, quand on voit aujourd'hui cette ville avec des magasins murés, des tags partout non nettoyés, ça fait un peu peur. On se dit, est-ce qu'on est vraiment en Grèce dans la zone euro? Mais bon, mais à part ça, ce que je veux dire par là, c'est que la Grèce, malheureusement, elle n'a pas non plus aujourd'hui un gouvernement qui est prêt à rassurer les investisseurs et à les faire revenir effectivement en Grèce. Donc pour l'instant, ce n'est pas le cas en France. Donc espérons, il faut, je pense, donner une chance au gouvernement actuel. Il va effectivement sur le chemin des réformes. C'est pas suffisant, c'est pas, je dirais... c'est pas suffisant, mais il y a très peu, encore une fois, quand on regarde les ordonnances, il y a très peu de mesures en faveur des salariés. Globalement, le choix est clairement fait de donner plus de flexibilité. On a aussi les salariés, globalement en France, on a un marché du travail qui reste quand même très protecteur. Sauf pour ceux qui sont pas en CDI. Oui, c'est vrai, mais d'un autre côté, le CDI, ce que ça veut aujourd'hui, les gens bougent. Mais la flexibilité, elle existe déjà en France au travers des CDD. La plupart des contrats qui sont signés sont des CDD de moins d'un mois en France. C'est vrai. C'est pour ça que je vous dis, c'est une situation de fait. Après, on a un problème qui est lié au fait aux 35 heures. Les 35 heures sont toujours là, donc là aussi, c'est une rigidité supplémentaire. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que même si la loi passe, et je l'espère bien entendu, qu'il n'y ait pas trop de manifs et autres, c'est que derrière, et n'oublions pas qu'il y a l'inspection du travail, le contrôle URSSAF, etc. Et ça peut créer la zizanie, une sorte de vengeance entre guillemets, et donc on n'aura pas là aussi libéré complètement le marché du travail. Mais il y en a marre de regarder dans le passé, dire le salarié n'est pas protégé, etc. On a quand même, il faut être honnête, on a un salarié qui est quand même globalement protégé, et puis surtout, malheureusement, il y a un taux de chômage qui est très élevé, donc mieux vaut un boulot que pas de boulot du tout. Après, il y aura la réforme sur l'assurance chômage. On a un chômage très élevé, en même temps, on a créé 300 000 emplois privés en un an. Comment explique ce paradoxe? Le problème, il est simple, c'est que malheureusement, enfin heureusement, la population active réaugmente.
en France. Donc, même si on a créé 300 000 emplois, derrière, comme la population active a augmenté, finalement, il y a plus de gens qui arrivent sur le marché du travail. Exactement. On est toujours sur 100, 150 000 150 000. Alors, justement, on attend les chiffres, parce que là, c'est vrai que c'est un petit peu surprenant que le taux de chômage augmente un petit peu, mais je dois quand même... Avec 300 000 emplois créés dans le privé en un an. Non, mais attention, il y a aussi un petit bémol qu'on a dans les dernières enquêtes de l'INSEE, où on voit le climat des affaires qui s'améliore, et par contre, le climat de l'emploi, c'est-à-dire quand on interroge les chefs d'entreprise, on leur dit « est-ce que vous allez embaucher ?» Là, ça se détériore très fortement. Et comment on l'explique ? Voilà, c'est le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a toujours ce marché du travail qui reste rigide, et puis on n'a pas quand même vraiment une vraie visibilité. C'est quand même mou. C'est-à-dire que ça va quand même mieux, mais on a une croissance qui reste faible. Encore une Donc fois, là aussi, les chefs d'entreprise restent très prudents, et puis surtout, comme le marché du travail, il est encore rigide, on verra, espérons que ça va passer, mais il reste encore rigide, on se dit qu'on va vraiment embaucher. Il le fera quand même moins avec la sécurisation du licenciement, encore une fois, avec le plafonnement au prud'homme. Oui, tout à fait, non, mais ça va encore une fois, c'est des mesures que j'ai appelées de mes voeux depuis des années. France, je suis pour éventuellement faire des plans sociaux. Et puis, il y a aussi beaucoup de baisses d'impôts, notamment pour les entreprises. Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que finalement, d'après les Échos, alors je regarde du point de vue de l'épargnant, le prélèvement forfaitaire unique sera bien à 30%. Pendant longtemps, c'était autour de 30%. Alors, là, c'est vraiment 30%. C'est vraiment puissant pour rendre l'investissement, le placement financier. J'espère, mais a priori, c'est plutôt pour la fin 2018. C'est pas ce qu'on me dit. Donc là, on va avoir. Le problème, c'est qu'on va avoir une année 2018. Là, on l'a dit tout à l'heure, on va monter la CSG, puis les baisses d'impôts, c'est plutôt pour la fin. Là, je vous parle du prélèvement forfaitaire unique à 30%. Oui, mais là aussi, c'est pareil. C'est pas pour tout de suite, d'après ce que j'ai compris. Enfin, on n'a pas le détail. On verra. On le saura bientôt. Mais j'espère que ça sera rapide. Mais c'est évident qu'il faut surtout simplifier. C'est vrai que quand Édouard Philippe annonce qu'il va par exemple baisser l'impôt sur la société peut-être à 25% contre 30% aujourd'hui, ça c'est bien. Franchement, je ne peux qu'applaudir. Sachant que la marche a déjà été engagée sous le gouvernement précédent. Oui, c'est vrai, mais sur le gouvernement précédent, quand on regarde effectivement au total, la pression fiscale a augmenté sur les entreprises, sur les ménages. Donc ça ne résout bien, parce qu'on baisse d'un côté, oui tout à fait, mais on baisse d'un côté, mais on augmente de l'autre. Donc finalement, ça ne résout pas grand-chose. Donc oui, si on baisse fortement effectivement la pression fiscale, alors là c'est extrêmement important. On va enfin se rééquilibrer par rapport à nos voisins. Et avec 20 milliards d'euros d'économies à la clé, nous dit l'an prochain le gouvernement. Ça, c'est le problème. Est-ce qu'on va vraiment les faire ? Pour l'instant, moi, je vois que des hausses de dépenses publiques. Donc ça, je ne sais pas. Aussi, il faudra faire un problème de bouclage financier des comptes publics. Là, pour l'instant, c'est un petit peu la surprise. Mais c'est le pari que fait Macron, et on peut espérer qu'il aura raison. C'est qu'effectivement, la croissance reviendra. Ça, j'en doute un peu. Mais enfin, et elle permettra de financer effectivement la baisse d'impôts. Moi, je pense que j'aurais été un petit peu plus vite. On verra le projet de loi de finances définitif, mais j'aurais été un petit peu plus vite dans la baisse d'impôts pour permettre justement de créer une dynamique de croissance très vite. Parce qu'on le voit aujourd'hui, les chefs d'entreprise sont encore très prudents, ils craignent qu'il y ait un retournement. Donc, baisse d'impôts, taxes d'habitation, baisse des cotisations, la hausse de la CSG. Baisse de l'impôt sur la société. Pour l'instant, le gros problème, il faut être honnête, le gros problème pour l'instant, ce dont on est sûr, c'est la hausse de la CSG. Donc ce que vont voir les Français tout de suite, c'est la hausse de la CSG. Les baisses d'impôts, c'est plus tard. Donc c'est ça, ça peut... en 2018. Oui, d'accord, mais attendez, quand vous êtes, je veux dire, un peu ric-rac, vous n'avez pas forcément le temps d'attendre. Donc c'est ça qui peut être dangereux et qui peut casser un petit peu la croissance et surtout la confiance. Donc il faut être extrêmement prudent. On l'a vu dans les confiances auprès du président, c'est pas génial. Donc ça veut dire que globalement, il n'y a pas un mouvement comme on a pu avoir juste après les élections, il n'y a pas un mouvement de franche adhésion. Comment vous l'expliquez justement ce décrochage pour le coup de Macron ? Et ce que ça pose comme question aussi, c'est de se dire finalement, les enquêtes d'opinion installent peut-être l'idée d'un président qui mènerait une politique sociale qui serait injuste. Ce n'est pas le principal risque pour le chef de l'État. Parce que sur les ordonnances, on voit globalement la flexibilité, la sécurité. Pour l'instant, on ne la voit pas. On nous dit attendez la réforme de l'assurance chômage, attendez la réforme de la formation professionnelle. Oui, moi je pense que surtout le vrai enjeu, c'est encore une fois de baisser les impôts. Ça, pour moi, c'est la grande erreur. Le fait de monter la CSG, on envoie un signal très négatif. Donc même si derrière, après, il y a la taxe d'habitation, etc., mais ça va prendre du temps. Donc ce décalage peut être dangereux pour le président. Sachant qu'il ne faut pas oublier comment il a été élu. Il a été élu de toute façon, tant mieux bien sûr qu'il a été élu par rapport à qui il était au second tour. Mais néanmoins, ce n'est pas une adhésion franche. Il n'y a pas eu un mouvement. Donc il a raison d'accélérer, de faire un maximum de réformes en début de mandat. Moi je dirais même qu'il ne va pas assez vite, surtout sur la baisse d'impôts. Et c'est le danger. La hausse de la CSG peut lui coûter très cher. Et ça, je l'ai toujours dit, ici même et ailleurs. C'est un signal très négatif qu'on envoie. Par contre, négatif aussi, par contre, je vous coupe, sur l'immobilier. C'est intéressant parce que les investissements dans l'immobilier ne bénéficient pas de baisse d'impôts. Globalement, l'objectif d'Emmanuel Macron, on a compris, c'était de réorienter l'épargne des Français vers les placements en actions. Il n'y aura pas de prélèvement forfaitaire unique à 30% pour les revenus fonciers. L'ISF est recentré sur l'immobilier.
C'est une mauvaise stratégie pour vous de ne pas. En même temps, c'est pas plus taxé, on n'est pas plus taxé que l'immobilier, mais en tout cas, on n'a pas de baisse d'impôts. Oui, le problème, c'est injuste, c'est inefficace économiquement. Est-ce que l'immobilier reste trop taxé en France ? Bien sûr, et surtout, ça va créer une sorte de mouvement de désallocation d'actifs. C'est-à-dire les investisseurs aujourd'hui vont se dire, finalement, comme on va payer l'ISF uniquement sur l'immobilier, autant se délester un petit peu de l'immobilier et revenir sur les placements financiers. Et donc ça, évidemment, c'est mauvais pour les prix de l'immobilier. Donc moi, je pense, c'est une prévision que j'avais faite, on va revenir sur mes prévisions, mais aujourd'hui, l'immobilier en France, notamment à Paris, pour être clair, il est surélevé de l'ordre de 10 à 15% par rapport à la réalité économique. Donc je pense que ça peut accélérer la baisse des prix de l'immobilier. Mais ça aussi, c'est pas forcément grave, parce que quand on baisse les prix, on resolvabilise la demande, donc ça pourra créer effectivement une nouvelle dynamique du marché de l'immobilier. L'immobilier est trop taxé en France ? L'immobilier est trop taxé, l'immobilier est trop cher également. Capital improductif, nous dit en gros Emmanuel Macron en creux. Oui, mais globalement, c'est très bien qu'après, il y a un mouvement induit. Vous ne préférez pas que l'épargne des Français financent les entreprises qui ont besoin de capitaux ? Il faut les deux à la fois. Vous savez, moi, encore une fois, je pense que le problème que nous avons aujourd'hui en France, malgré les réformes qu'on est en train de mener, ça reste trop complexe. On a besoin de simplification, on a besoin de baisser la pression fiscale, point final. Sans disant on baisse là, on augmente ailleurs, ça c'est une nécessité. Sinon, nos investisseurs, on le voit aujourd'hui, ils vont préférer aller à l'étranger ou vont préférer ne pas revenir en France. Parce qu'il y a beaucoup qui ont quitté la France et qui attendent effectivement de voir aujourd'hui. Donc ça, par contre, je pense que néanmoins, pour les investisseurs, ça peut générer une petite baisse des prix de l'immobilier. Et donc, par contre, ça redeviendra intéressant à l'achat, peut-être dans 1 an ou 2, une fois que les prix auront baissé. Mais ça, c'est clair que ça va alimenter la baisse des prix de l'immobilier. Qu'on ne voit pas encore pour l'instant dans les chiffres, ça ne vous a pas échappé. Non, pas du tout. Sur Paris, attention, sur Paris. Ouais. Vous allez en province, les prix ont quand même pas mal baissé. Donc sur Paris, intramuros, c'est vrai que c'est très cher. Et ça va le rester, puisqu'il y a des mouvements justement de population. Alors, ça va le rester ou ça va corriger ? Non, ça va le rester pendant quelques mois. Mais une fois qu'on va prendre les mesures qui seront annoncées là, je pense ensuite, effectivement, on aura cette baisse qui est importante pour moi, la baisse de 10 à 15%, parce que l'immobilier à Paris, à intramuros, dans certains quartiers, reste trop cher. Alors évidemment, il y aura toujours des biens très rares qui coûteront très cher. Après, c'est tout le problème. On a des mouvements aujourd'hui de population, des quartiers un peu, on va dire, difficile pour ceux qui ont les moyens de venir vers Paris. Donc c'est ce qui fait monter les prix dans Paris, mais en banlieue ou en province, c'est pas le cas. Bon, on parle maintenant des marchés avec vous, Marc Toiti. Je crois que le 12 juin, il y a un gars qui est venu sur ce plateau et qui nous a dit, le CAC 40 va baisser de 15% dans les 6 prochains mois. Ouais, c'est pas fini. On était le 12 juin, le CAC 40 était à 5250 points, on est à 5200 points aujourd'hui. Ouais. On a fait la moitié du chemin et on est seulement 1% plus bas. Est-ce que vous battez votre coulpe ? Non, ou est-ce que vous admettez votre erreur de conjoncture ou est-ce que vous persistez ? Non, je persiste et je vais même aller Il ne reste plus que 3 mois. Je vais même aller plus loin. Il reste plus que 3 mois. Alors bon, si vous me donnez 3 mois supplémentaires… Non, non, c'est trop facile. Je dirais que globalement, le vrai problème que nous avons aujourd'hui, c'est à force d'annoncer la pluie, elle arrive, vous savez. Oui, non, c'est vrai. Non, mais attendez, il faut rappeler aussi mes prévisions, parce que souvent, je sais, quand je dis ça, on dit sur les réseaux sociaux, oui, il avait déjà dit, etc. Moi, j'ai toujours été optimiste. Je veux dire, quand on était en 2008-2009, que tout le monde voyait la Bérézina, je dis que ça allait remonter. Donc, je ne suis pas pessimiste pour être pessimiste. Effectivement, à l'époque, ça a remonté. En 2015, j'avais dit que ça allait baisser, ça a baissé. Simplement, aujourd'hui, de par l'aide, le soutien des banques centrales, finalement, on a cette bourse qui reste plutôt bien portante. Mais après, il y a un besoin d'une réalité économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la réalité économique, c'est-à-dire le fait qu'on ait, encore une fois, une croissance qui va mieux, mais qui reste molle, montre que les marchés restent surévalués par rapport à cette réalité économique. Donc c'est un calcul d'économiste simple, on va dire. Après, il peut y avoir d'autres variables qui entrent en compte, mais je me pose quand même des questions. Mais pardon, mais les investisseurs, quand on les interroge, il y a eu des enquêtes, ils disent tous oui, les marchés américains sont surévalués, et pour autant ça ne corrige pas. Parce qu'il n'y a rien d'autre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de déclic. On se dit sur quoi investir. Vous voyez, l'immobilier, c'est pas forcément génial. Les taux obligataires, on a des taux qui sont extrêmement bas, donc ça veut dire qu'il y a un risque de hausse des taux, donc les placements obligataires, on n'y va pas. Donc on reste effectivement sur les marchés boursiers. Et j'ai envie de dire, pourquoi pas, de toute façon, sur les actions, on a des dividendes. Donc on peut, même si ça baisse, en zone euro. Même si ça baisse, même si les cours des actions baissent, c'est pas trop grave. Donc c'est pourquoi on reste effectivement sur les marchés. Ce que je dis simplement, c'est que… Alors vous restez sur votre conjecture sur les 3 prochains mois ? Je pense qu'aujourd'hui, moi j'ai fait cette prévision en avril exactement, on était à 5005, on est à 5002, donc vous savez qu'on a baissé de 6%. Bon, je pense qu'on a fait la moitié du chemin. Maintenant, je reste effectivement, je pense qu'aujourd'hui… je vous dis ça parce qu'on a eu, c'était hier ou avant-hier, le chef économiste de chez Dorval Asset Management qui nous a dit mais la correction des marchés européens, elle est terminée, le contexte est excellent pour les marchés, croissance mondiale 4% au deuxième trimestre, des taux qui vont rester durablement bas. On voit bien qu'elles sont gênées aux entournures, les banques centrales, et qu'elles vont y aller vraiment tout doucement et que l'inflation reste basse. Il dit le contexte est fabuleux, les marchés actions vont remonter. Ça me rappelle exactement 2007. On disait exactement la même chose, mais non, mais tout va bien, la croissance est forte, etc. Et évidemment, ensuite, ça s'est complètement effondré. Donc,
moi aujourd'hui, je raisonne en tant qu'économiste, on va trop loin par rapport à la réalité économique. Donc, ça veut dire qu'on a... Et encore une fois, c'est une nécessité, c'est pas grave d'avoir une baisse des marchés actions. Parce que si on attend trop, après, ça peut faire vraiment un crack. Et là, ça peut faire extrêmement mal, parce que, ne l'oublions pas... Une correction saine, pour vous. Voilà, c'est une correction saine. Vous attendez une correction saine. C'est pourquoi je pense que la correction est devant nous. La correction est devant nous, et je vais m'aller plus loin. Je vais m'engager. Attention. Voilà. Attention. Allez, je maintiens, si dans les 6 prochains mois, la bourse n'a pas baissé de 15% par rapport au niveau actuel... Vous ne revenez plus jamais ici. Je ne reviens plus ici. Allez. Hein, c'est quand même, ça me fera beaucoup de peine, hein, mais on se reverra ailleurs. Mais je ne vais peut-être pas dire ça, je ne ferai plus de prévision boursière. Voilà, ça sera plus pratique. Il changera de métier. Je vous aime tellement. Il sera rentier. Voilà, non, ou acteur, tiens, ça peut être pas mal, je sais pas. Ouais. Non, par contre, plus sérieusement, quand on voit les profits, je sais, avec vous, il est toujours sérieux, les profits des boîtes du CAC 40, on attend 100 milliards d'euros de profits en 2017. Un chiffre inégalé, record worldwide pour la France. Alors, ça donne du carburant pour les marchés, pour les marchés actions. N'oublions pas une chose. Et donc, ça vient un peu contrecarrer votre idée que baisser de 15% quand on n'a jamais fait autant de profits. Oui, mais ça, c'est sur le passé. Bizarrerie, hein. Ce qui compte, c'est l'avenir. Une fois qu'on a pris les dividendes, après, qu'est-ce qui va se passer demain? La bourse, elle anticipe les profits de demain. Ça, c'est les profits d'hier. Et n'oublions pas que ces profits viennent d'où? Parce qu'effectivement, on a eu plus de croissance que certains le prévoyaient. Et les entreprises maintiennent une très forte baisse des coûts au sens large. Parallèlement, n'oublions pas que 80% de ces profits sont faits à l'international. Donc ne sont pas faits en France. Parce que là, je vois tout de suite le vieux dictat. Ça, c'est un autre sujet. Oui, c'est vrai. Mais les bénéfices sont là, effectivement, ils sont faits, mais depuis très longtemps à l'étranger, on le sait bien. Un exemple simple. Aujourd'hui, vous avez l'Inde, par exemple, qui est la deuxième locomotive mondiale derrière la Chine. L'Inde, aujourd'hui, a connu même deux trimestres très difficiles. Donc là aussi, au niveau mondial, il peut avoir une croissance qui sera plus faible que prévu. Et donc on n'aura pas forcément... Un peu plus faible que les 4% qu'on a eu au deuxième trimestre. Oui. Moi, un petit effritement, mais on reste quand même sur une 4% de croissance mondiale. On n'a pas eu ça depuis 2013 quand même. Tout à fait. Mais je maintiens 3,3% de croissance pour cette année en moyenne en 2017, un niveau à peu près équivalent sur 2018. Mais n'oublions pas qu'il y a beaucoup de risques. Bien sûr, il y a la Corée du Nord. Les marchés s'en foutent de la Corée du Nord. C'est ça. Non, mais bien sûr, mais le problème, c'est qu'encore une fois, si j'ai bien compris les réactions des marchés. Ils se fichaient complètement de Lehman Brothers, des subprimes, etc. Et puis quand c'est arrivé, évidemment, là, ils ont réagi. Donc, il faut rester prudent de ce point de vue-là. Moi, encore une fois, mon rôle, c'est de dire, attention, il y a un risque. Donc, pour moi, aujourd'hui, le risque, effectivement, il est qu'on ait cette baisse boursière. Alors, effectivement, elle est décalée dans le temps. Mais, encore une fois, si on veut investir sur le long terme, la bourse reste le meilleur placement, puisque, comme vous l'avez bien dit, il y aura effectivement des dividendes. Simplement, aujourd'hui, j'avais fait la même chose quand l'or avait dépassé les 1500 $ l'once. Tout le monde, quand il était à 1900 $, on dit il va monter à 2500. Pareil sur le pétrole, qu'on dit il va aller à 250. Après, il y a des niveaux qui ne sont plus justifiés sur la base des fondamentaux économiques. Aujourd'hui, c'est le cas, notamment sur le Dow Jones, ça a quasiment 22 000 points. Ça va trop loin. Et puis, il y a un élément que je n'ai pas évoqué, c'est l'euro. L'euro fort autour des 1,20 $ pour un euro, ça aussi pour l'instant, ça n'a pas joué sur la croissance de la zone euro et de la France. On sait très bien que quand l'euro s'apprécie de 10%, ça enlève à peu près 0,5 points à la croissance. Donc ça peut effectivement, là aussi, faire des dégâts qu'on ne voit pas encore aujourd'hui. Donc j'appelle effectivement à la prudence, mais c'est vrai que pour le moment, c'est l'histoire, hein. Jusqu'à présent tout va bien. Voilà, jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Bon, voilà, merci pour ces explications, Avec ces commentaires, tous ces signes. Marc Toiti, merci à vous. Avec plaisir. Bye.